Oui, je t'écoute, présente-toi. Alors, je m'appelle, pour cette étude de cas, je m'appelais Naïm, j'ai 21 ans et je suis étudiant en troisième année en licence d'économie. Naïm? Oui, D'accord, Naïm. Tu es VIP Eco Premium Intégral depuis combien je de suis, temps? je suis VIP Premium depuis ce mois d'avril 2023. Tu as été informé que c'était enregistré, que tu donnes ton accord et que tu choisis une durée comprise entre 1 et 99 ans. J'ai bien été informé de tout cela et disons pour la durée 70 ans. 70 ans, très bien, donc 2093. Oui, c'est ça. Où serons-nous en 2093? Toi, je sais pas, moi je pense que je sais où je serai. Que voulais-je te dire? Oui, donc nous avons commencé une étude de cas tout à l'heure sur un autre sujet et je t'ai encouragé à utiliser tes coupons du mois pour te procurer le séminaire consacré au signe d'intérêt puisque ta question était consacrée au signe d'intérêt, donc je trouve ça plus logique de consulter les cours avant de poser les questions. Par contre, tu m'as dit j'en ai une autre. Et pour le coup, j'ai les séminaires, ça parle de procrastination et de productivité, et donc on t'écoute. Exactement. Bon, avant de commencer, Ah oui, pardon, je te demandais si tu avais un message ou des remarques. Est-ce que c'était facile de s'abonner? L'équipe prend bien soin de toi? Est-ce que tu es content du nouveau site? Tout ça, tout ça. alors, ça a été facile de m'abonner. Enfin, il n'y a pas de souci à ce propos. Le site, il est beaucoup plus ergonomique parce que j'avais déjà acheté des séminaires il y a de ça un an et donc justement, j'ai remarqué les différences. Donc, c'est beaucoup plus sympathique l'écran d'accueil. Au niveau de la classe prépa, ouais, ils ont été joignables. Par contre, c'était un petit peu, il y a eu un petit peu de manque de réactivité. Mais sinon, bon, si j'ai réussi à te contacter, c'est que c'est pas si méchant que ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles un petit manque? C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien de bien méchant en fait. Quand j'avais parlé avec Théo justement pour savoir quand est-ce que je pourrais te contacter, il m'avait dit qu'il me recontacterait dans la journée pour me dire quand est-ce que tu serais disponible et au final il a oublié ou peut-être qu'il était occupé, donc c'est 2-3 jours après quand je l'ai relancé qu'il m'en a parlé et voilà. Eh ben, méchant, tu vois. non, mais ça me permet de démontrer une énième fois, au bout de 17 ans, que contrairement à 95% des entrepreneurs du web, à minima, mes témoignages sont réels, que je laisse également les témoignages négatifs et que personne n'est parfait. Donc Théo est un garçon extrêmement dévoué, serviable et compétent. Et il arrive, comme à tout le monde, de passer à travers, ça m'arrive aussi. Et un autre aurait gommé ou coupé ce passage, et pas moi. Voilà, on t'écoute. Alors, je voulais te parler de... En fait, j'ai un rapport de stage que je dois faire. Donc, le stage, je l'avais déjà effectué en décembre, et le rapport de stage, il était à rendre pour au plus tard le 1er mai, c'est-à-dire hier, puisqu'à l'heure où on enregistre ça, on est le 2 mai. Le truc étant que, sachant que je savais que j'allais procrastiner là-dessus, je m'étais dit pour ne pas m'embrouiller l'esprit que tant qu'on serait pas arrivé au mois d'avril, je n'allais pas penser au fait de rédiger le rapport pour ne pas me prendre la tête. Au final, j'arrive à avril, il se passe ce qui se passe, mais à la dernière semaine, juste avant de rendre le rapport, j'ai fait face à une problématique qui est que je n'arrivais pas à me lancer dans la rédaction, sachant que j'étais à une phase où je n'avais aucune distraction, donc je n'étais pas dans une fuite. Il n'y avait rien qui m'intéressait sur YouTube, ni sur Netflix, ni au-delà de ça. Donc j'étais pas dans la fuite et tout était prêt, parce que justement j'avais entendu dans un de tes séminaires que tu parlais du fait de déguiser un peu son couteau pour toujours être prêt à partir au combat. Et voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai eu cette résistance. Donc ma problématique, c'est est-ce que tu saurais me l'expliquer ou du moins est-ce que tu pourrais m'aiguiller dessus? Bah, toutes les questions qui commencent par pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, en théorie, il faudrait les poser à un psy.
puisque c'est censé être leur métier, les arcanes de la psychologie. Et la psychologie, à ma connaissance, c'est répondre à la question du pourquoi. Moi, je ne réponds pas vraiment à la question du pourquoi, en tout cas pas pourquoi est-ce que j'ai une préférence, pourquoi est-ce que je préfère l'été à l'hiver ou l'hiver à l'été, pourquoi est-ce que je préfère le sucré au salé ou le salé au sucré. C'est pas exactement ce à quoi je réponds. Moi, je regarde des stratégies comportementales et je peux répondre à tiens, c'est marrant, je croyais qu'un tel allait être de mon côté, il l'est pas. Tiens, c'est marrant, je croyais que ma femme était folle de moi, puis en fait elle est partie. Ça, je peux travailler dessus. Par contre, pourquoi est-ce que je préfère une maison à la campagne ou une maison à la mer, c'est pas tout à fait mon truc. Mais bon, si ton étude de cas a été validée par Théo, je me plie à l'exercice. Enfin, Théo n'est pas seul d'ailleurs. Théo, Thomas, Christophe et Martin composent le quatuor de la classe prépa et je ne les remercie jamais assez. Et je leur passe le bonjour car je sais qu'ils essaient dans la mesure du possible de réécouter les études de cas des gens qu'ils ont préparés. Ok, donc je vais essayer de me plier à l'explication. Un premier élément explicatif me semble être que tu es très jeune. T'as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans, c'est extrêmement jeune. Tu es très probablement un homme-enfant, comme 98% d'entre nous l'étions à 21 ans. Et deuxième élément d'explication, tu as plutôt une pente, ou on va dire un caractère, ou une tendance naturelle à aimer travailler dans l'urgence. C'est le cas d'une majorité d'hommes. Moins les femmes, ce qui explique qu'elles surperforment légèrement dans les résultats scolaires, car elles ont un petit peu plus tendance à s'y mettre, on va dire, indépendamment de leur intérêt pour la matière, alors que les hommes ont un petit peu tendance d'abord à ne travailler que dans les thématiques qui les intéressent, et ensuite ils ont tendance un petit peu à... on va dire, quand ils ont un arbre à couper, ils ont un peu tendance à passer, s'ils ont 7 jours pour le couper, ils passent 6 jours à affûter la hache et à regarder comment ça se passe et à boire des bières autour de l'arbre, et puis ils s'y mettent le 7e jour. Voilà, ça ce sont des généralités qui ne sont pas très fines, mais pas tout à fait fausses. Pas très fines, pas très fausses. Donc voilà, un mélange d'âge. Ça s'explique? Non, ça s'explique pas sociologiquement, parce que je viens de t'expliquer que ça n'a rien à voir avec de la sociologie. C'est une question de préférence personnelle, c'est une question d'âge, c'est une question d'aventures qui te sont arrivées ou pas. Tu sais, le meilleur vaccin contre l'urgence à l'aéroport, c'est de rater l'avion. Hein. On a tous joué au con à la gare ou à l'aéroport à essayer d'arriver 5 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes avant le départ du train ou de l'avion. Puis quand on a raté un ou deux, surtout des avions pour des destinations lointaines où il faut racheter le billet le lendemain à 1500 € parce qu'on est attendu là-bas, et ben quand on l'a fait une fois ou deux dans sa vie, généralement ça calme. Voilà. Donc c'est un mélange d'âge, c'est un mélange du fait que pour l'instant cette façon de faire ne t'a pas joué trop de tours ou ne t'a pas trop coûté. Tu sais, je t'invite comme tu es VIP, je t'invite à consulter les podcasts. C'est d'autant plus facile sur notre nouvelle page de podcast où tout est accessible en un clic, alors qu'avant il fallait scroller. Et dans les podcasts d'il y a 1 ou 2 saisons, je ne sais plus, tu en trouveras un consacré au changement. Et tu verras que les gens changent très rarement et qu'ils ne le font que dans un ras-le-bol en général de leur eux d'avant. Et après, s'installe une dialectique entre l'ancien nous qu'on exècre et le nouveau. Et parfois, les deux se disputent en soi. C'est ce qu'on appelle avoir des maux de tête, avoir des insomnies, ou faire la tête, ou parfois le partenaire nous dit « mais qu'est-ce que t'as ?» et puis on n'arrive pas à lui expliquer. Ben, c'est qu'en fait, on est dans un dialogue intérieur où on a l'ancien nous qui a envie de faire les choses à l'arrache et de compter sur la chance divine. Et t'as le nouveau qui ne croit plus à tout ça, et puis parfois l'ancien parle plus fort que le nouveau. Mais globalement, les étapes, c'est se prendre 1 ou 2 gamelles, c'est-à-dire se faire retoquer 1 ou 2 rapports de stage,
redoubler, comme ça m'est arrivé enfin ne pas finir dans les temps, comme ça m'est arrivé en DEA à Sciences Po et devoir négocier 6 mois supplémentaires, se taper un peu la honte, etc. Et après, nourrir un énorme ras-le-bol par rapport au mois d'avant et décréter qu'à compter d'une date T, d'une date D d'ailleurs plutôt, enfin à compter d'un certain jour, et pas forcément le 1er janvier comme font tous les cons avec leurs résolutions, à compter d'un certain jour, à compter d'une certaine année, eh bien on fera différemment. Voilà. Et s'astreindre à faire différemment. Ça peut arriver à tout âge, ça peut arriver à 25 ans, ça peut arriver à 35 ans, ça peut arriver à 47 ans. Il y a un moment où on décrète qu'on fait différemment. Voilà, il y a un moment où on décrète que on se couche avant minuit, qu'on arrête de traîner de 11 h à 1h30 du matin sur des sites plus ou moins autorisés, et on se rend compte qu'en fait, eh ben, c'est fini, ça n'est plus nécessaire, on n'est plus un enfant, on n'est plus un adolescent. Ça peut être le jour où on décide de prendre soin de soi, ça peut être le jour où on décide qu'on investit sur sa relation et qu'on considère pas que c'est un acquis dès qu'elle accepte de partager une intimité avec nous. Ça peut être le jour au travail auquel on décide que plus jamais on aura honte et on ne se fera vilipendé par le tuteur de stage, par l'éditeur. Moi, par exemple, quand j'ai signé mon premier livre chez Flammarion, il m'était demandé de le rendre à telle date, je crois que c'était en septembre. C'est moi-même qui ai insisté pour instaurer 2 remises intermédiaires, premier tiers, deuxième tiers, alors que j'étais pas du tout obligé. Mais j'avais tellement peur de procrastiner et de me taper la honte que j'ai volontairement érigé ces deux remises intermédiaires à, je crois que j'avais quelque chose comme 6 mois pour le remettre, sachant qu'il était déjà commencé. J'ai insisté, ou 9 mois je crois. Je crois que j'avais 9 mois, ou 9 ou 6 mois, je sais plus. Et j'ai instauré 2 remises intermédiaires à 3 mois et à 6 mois, ou à 2 mois et 4 mois, je me souviens plus exactement. Et les deadlines, c'est obligé qu'elles soient imposées par quelqu'un d'autre, du coup? Je viens de t'expliquer que c'est moi qui me les suis imposées. Oui, mais tu devais les rendre à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire c'est pas par rapport à toi. Bah, on doit toujours rendre quelque chose à quelqu'un d'autre, sauf si c'est un hobby. Justement, et en fait, moi, je ne réussis pas à me fixer mes deadlines pour moi-même. Donc, par exemple... Mais là, c'était pas pour toi, c'est un rapport de stage. Pardon? Là, ça n'était pas pour... Écoute un petit peu mieux. Parce que là, c'est pas la faute du son, quoi que ce soit. On est sur FaceTime, on a un Wi-Fi, donc écoute bien. Non, je t'entends bien. Bah, donc écoute mieux, puisque tu me fais répéter. Je te dis que là, c'était un rapport de stage, ça n'était pas pour toi. Certes, mais j'aurais pu dégager beaucoup plus de temps si je l'avais fini plus tôt. Parce qu'au final, tant que je ne l'ai pas rendu, il y a ce côté un peu d'indisponibilité, de tout le temps me dire d'un côté, je ne veux pas aller sortir, ni faire ça, ni faire ça, puisque j'ai toujours... oui, mais est-ce si rare et est-ce si grave? Est-ce si rare? Je ne pense pas. Je pense que nous sommes une immense majorité à ne pas arriver à nous libérer l'esprit avant une date importante. Et est-ce si grave dans la mesure où tu t'es donné une semaine? Ce qui compte, c'est que la semaine où tu t'y adonnes, tu réussisses à le finir. Si tu as passé 3 semaines avant à le faire tourner dans ta tête dans tous les sens, j'ai envie de te dire, peut-être ces 3 semaines étaient-elles nécessaires à t'échauffer. Il faut pas se comparer à un modèle idéal, il faut se comparer à ce que font les autres. Je trouve que c'est un processus de création assez normal. Et il ne faut pas s'imaginer que les génies, les compositeurs émérites, quand ils avaient 1 mois pour écrire une symphonie, ils commençaient le premier jour et ils s'y attelaient jusqu'au dernier, et chaque jour ils faisaient 1/30 de la tâche. Il y a des jours où on fait 0, il y a des jours où on fait 1 millième, 1 100 millième de la tâche, et il y a des jours où on fait 20% de la tâche en une journée. C'est pas ce que tu décris n'est pas très grave. En plus, tu as le facteur excusant de l'âge.
À 21 ans, j'étais un énorme branleur et un énorme procrastineur. C'est, on va dire, ce sont les cours de Jean-Laurent Cochet et également l'écriture de mon premier livre qui m'ont appris la discipline. Parce que je l'ai perdu, ceux qui me suivaient à l'époque savent que j'avais un ordinateur que je trimballais partout sans en prendre grand soin, et je n'avais pas de sauvegarde, et le disque dur m'a lâché, et les données n'étaient pas récupérables, et j'ai perdu 50% de mon premier livre, et j'ai dû le réécrire en 6 mois. Et ça a achevé de mettre le dernier clou dans le cercueil de la procrastination, mais j'étais un énorme branleur. Et maintenant, quand j'ai un travail à faire, quand j'ai un article pour La Furia, ou un séminaire à écrire, ou quoi que ce soit, eh bien, j'ai les deux en moi. J'ai l'ex-branleur qui vient se pointer de temps en temps, un peu comme Gainsbourg et Gainsbourg dans le film de Johann Sfar, que je recommande à tout le monde d'ailleurs. Donc, le film ou la BD, c'est pareil. Donc, j'ai le branleur qui vient me susurrer de perdre du temps, de ranger ma chambre, de faire du repassage, de faire tout et n'importe quoi au lieu de travailler. Et puis j'ai le nouveau, oui, j'ai le Stéphane Ajour, qui me dit, bah non, tu vas faire ta page, ou ta page et demie aujourd'hui, et tu feras ta page et demie demain, et tu referas ta page et demie après-demain. Et souvent, le nouveau gagne, mais parfois l'ancien... me fait un peu perdre ma journée, et puis à la fin, j'ai un peu les boules, alors j'essaie de me lever et de rattraper. Mais tout ça est assez normal, en fait. Oui, en fait, je trouve pas que c'est grave, comme tu dis, c'est plutôt dommage, parce que, je sais pas, en fait, ce qui me déçoit le plus, c'est que, surtout vers la fin de la semaine, il y avait des journées où littéralement j'étais entre guillemets dans les meilleures conditions. J'avais même pris certaines dispositions dont tu parles dans le séminaire pour être plus productif, et ça voulait quand même pas sortir, quoi, tu vois. Étais-tu perdu qui me frustre. Deux questions. La première, est-ce que tu avais divisé ton rapport en chapitres? Est-ce que tu avais divisé tes chapitres en sous-chapitres? Est-ce que tu avais divisé tes sous-chapitres en pages? Est-ce que tu t'étais fait un petit tableau Excel ou un petit tableau à la main dans lequel tu pouvais cocher des cases quand c'était fait? Et deuxième question, dans quel environnement étais-tu? Étais-tu chez toi? Alors, je suis pas trop fan de Excel, du coup j'ai plutôt fait ça sur un cahier. C'est pas grave, non mais c'est pas grave, j'ai dit Excel, voilà. Excel c'est un nom propre, devenu un nom commun. J'avais subdivisé ça puisque au final il y a un certain nombre de pages, un quota de pages à rendre, donc forcément j'ai subdivisé ça en plusieurs parties, intro, développement, conclusion, et dans ça je découpe jusqu'à ce qu'au final je me retrouve à faire maximum une page, voire un paragraphe par tâche, tu vois. Étais-tu chez toi? Les conditions de où est-ce que j'étais chez moi. Donc... Ah, c'est très dur de travailler chez toi à ton âge. Justement, j'habite dans une résidence, et du coup, chez moi, c'est un peu partout, parce qu'en fait, il y a plusieurs salles qui sont disponibles, notamment des salles communes, des salles plus ou moins isolées. Donc, ça fait que quand j'étais chez moi, j'étais pas que dans ma chambre, tu vois. J'étais dans différentes pièces pour essayer de stimuler ça. À plusieurs moments, j'allais me changer l'esprit en faisant d'autres choses, en faisant des pauses pour justement revenir frais dessus. Mais c'est vraiment le côté à la fin de la journée, je vois le soleil se lever, je vois le soleil se coucher, j'ai pas avancé pour autant. Et tu l'as fini ou tu l'as pas fini? Je l'ai fini. Bon. Donc tu l'as fini. Et tu as juste cette sensation d'avoir été sous-efficace. Oui, exactement. Bon, bah, je pense qu'il va falloir vivre avec. Parce qu'au final, je l'ai vraiment fait même pas une après-midi. Et c'est vraiment la veille où il fallait le rendre. Quoi, oui, mais c'est... J'étais même pas en macération ou en train de réfléchir aux idées, parce que quand j'avais fait le stage, je prenais déjà des notes en parallèle pour me faciliter le travail de rédaction. Tu te mets martel en tête, comme on disait à une époque, où tu te mets la rate au courbouillon, comme on disait dans les films avec Jean Gabin. L'important, c'est que tu l'aies rendu dans les temps.
Et il faut également laisser un petit peu les rênes un peu libres sur la bride de l'imagination, sur la bride de la créativité, sauf dans des contextes très particuliers où une équipe dépend de toi et où on attend de toi l'écriture d'un album ou je sais pas quoi qui doit être enregistré à telle date, etc. Tu as rempli l'objectif qui t'était assigné. Tu l'as rempli. Oui. Et il y a eu des jours où tu estimes avoir été improductif. Eh ben, on ne sait pas. Peut-être est-ce vrai. Peut-être ces jours étaient-ils nécessaires au fait que dans les dernières heures, dans les derniers jours, tu aies été surproductif. Peut-être fallait-il. L'important, c'est que t'es pas débordé, t'es pas un retardataire récurrent. Simplement, ta phase d'élaboration, quand tu la regardes avec le recul, rétrospectivement, c'est pas très agréable, c'est un peu imparfait, c'est un peu... Et bah, ça sera mieux la prochaine fois. Prochaine fois, tu commenceras un petit peu plus tôt, tu lisseras un petit peu plus. Tu sais, il faut détester un défaut pour le corriger. Hein. Bah justement, celui-ci, je le déteste particulièrement parce que... Pas assez. 21 ans, il y a quand même pas mal de fois où ça m'a mis dans des situations où je me dis merde, j'aurais tellement pu m'en sortir mieux. Enfin, excuse-moi pour les insultes, je sais pas si pas assez. Tu vous parles maintenant. Non, c'est un défaut que tu cherches à modifier, mais tu le détestes peut-être pas assez. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Hein. Regarde, à 21 ans, j'étais bien pire. Hein. À 21 ans, je rendais des trucs en retard, etc. Maintenant, ça me fait horreur. Ouais. Donc, l'objectif est atteint et tu vises un peu une perfection utopiste qui n'existe pas. Voilà. Parce que pour le coup, ce qui m'a, enfin le pseudo-mantra que j'avais en tête au moment où je l'achevais, c'était vraiment de me dire done is better than perfect. Et, exactement. Bah, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ouais. Et même si je pouvais faire une bien meilleure qualité, sachant que ça m'arrive de faire beaucoup mieux que ça, je l'ai délivré comme ça, juste histoire de passer, quoi. Tu sais, je prône dans mes séminaires productivité et également régulièrement en story sur Insta, je prône l'utilisation des to-do list, ce qu'on appelait à mon époque les cahiers de texte, mais qu'on appelle maintenant des semainiers, des programmes, des agendas, etc. Parfois, j'écris une tâche, je mets quasiment plus de temps à l'écrire sur l'agenda que finalement à la faire. Hein. Oui, mais ça ne frustre pas, ça ? Bah non, parce que j'ai l'expérience de reconnaître que ne l'eussé-je pas écrite, eh bien, elle ne fut pas faite. Et cette tâche, il fallait à un moment l'écrire, la penser. Mettons que on est lundi et j'écris un truc pour mardi 17h. Bah, je vais passer tout le lundi et la moitié du mardi à voir ce truc qui va m'agacer sur l'agenda. Et quand je vais vraiment m'y mettre, ça va être torché en 5, 10 minutes, un quart d'heure. Mais il fallait charger un petit peu, tu sais, comme dans les jeux vidéo, on devait charger je sais pas, à votre époque, ils sont tous différents, mais il fallait charger une barre là pour accéder à certains coups ou certains trucs. Bah, il faut charger un peu la barre de temps en temps, c'est pas grave. L'important, c'est que mardi à 18h, la tâche de mardi 17h était faite. Ça, c'est l'important. Et tu sais, au bout du fil, au bout du mail, au bout du journal, au bout du bureau, au bout de l'open space, au bout de n'importe quoi. Personne ne sait quand et comment et où les choses ont été faites. Hein. Oui, c'est vrai. Quand tu reçois, alors tu es trop jeune, mais quand tu recevras un courrier officiel ou une communication ou une consultation d'un éminent avocat, d'un éminent comptable, d'un éminent commissaire aux comptes avec son drapeau, son flambeau, sa signature, son titre, ses formulations de politesse, etc. Dis-toi toujours qu'il y a une chance sur deux qu'il l'ait écrit sur le GOG, hein, ou qu'il l'ait torché 30 minutes avant de te le rendre, alors qu'il t'a facturé une demi-journée de travail. Hein. C'est comme ça. Hein.
Oui, mais par contre, là, pour le rapport de stage, quand même, l'enseignant qui corrige, entre guillemets, enfin, je sais pas, qui évalue plutôt les stages, à force d'en avoir vu passer, forcément, il sait quand c'est un rapport, entre guillemets, de bien fait et mal fait, quoi. Ah, bah ça, on peut pas tout avoir. T'auras la note méritant, t'auras la note correspondant à l'effort que tu as mis, mais tu sais, tu peux également te prémunir de ça en t'engageant à faire des remises intermédiaires, hein, comme j'ai fait pour mon livre. Hein. Si l'ancien toi est encore trop menaçant, et que tu penses que le nouveau toi peut se laisser corrompre par l'ancien, donc le non-procrastinateur peut se laisser facilement corrompre par le procrastinateur. Eh ben, tu lui dis, voilà, j'essaie de combattre ce défaut-là. Est-ce que vous acceptez que je vous remette un tiers 3 semaines avant, le deuxième tiers, plutôt un tiers 2 semaines avant, le deuxième tiers 1 semaine avant, et le dernier tiers le jour de la date? Bah, si l'enseignant a un QI à 3 chiffres, ce qui de nos jours n'est pas systématique, loin de là. Enfin, moi, si j'étais enseignant et qu'un élève vienne me voir en toute bonne foi en me disant ça, je lui dirais avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai. À un moment, si tu n'as pas confiance dans ton propre jugement, bah, tu t'imposes des contraintes. Un peu comme les gens qui prennent des engagements sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont 50 kilos de trop, alors ils prennent l'engagement et puis ils se filment, etc. Tu t'imposes des contraintes. Ok, ça marche. Mais voilà, je pense que tu es un peu dur avec toi-même et que globalement, tu m'as pas l'air d'être un mauvais bougre. Bah, en fait, il y a ce côté de si on peut faire mieux, pourquoi ne pas faire mieux, tu vois? Oui, j'entends bien, et bon, je sais pas si tu ne le surjoues pas un petit peu parce que tu sais que tu es enregistré, donc tu veux peut-être lire des compliments dans les commentaires, mais c'est tout à ton honneur, mais je te rappelle que si c'est de qualité convenable, tout le monde ignore quand ça a été fait et dans quelles conditions. Ouais. Tu sais, quand j'étais consultant dans un cabinet dont je ne citerai pas le nom, parfois il y avait des rapports payés très cher qui avaient été rédigés à la gare avec un sandwich dégueulasse, l'IBM T42 sur les genoux, fatigué dans l'attente de l'Eurostar qui rentrait de Londres, le dernier de la journée qui devait être à 20 ou 21 heures, je ne sais plus. Et le truc était tapé comme ça en un jour ou deux, complètement à l'arrache, et on l'avait facturé pour 10-12 jours de travail. Hein. Et c'est le cas dans toutes les professions où tu payes à l'heure. Hein. Il y a même des professions où on te fait attendre plus longtemps quelque chose qui est déjà fait pour que tu le valorises plus. Ouais, j'en ai entendu parler de ça. Les professions consistant à réparer, à restaurer, etc. Le truc, ils ont mis 1h30 à réparer, mais ils te le gardent 1 mois et demi. Comme ça, tu as l'impression qu'ils ont fait un travail de fou dessus alors que ça a pris 1 heure. C'est la vie. C'est une fatalité? Oui, oh oui, absolument. Oui. Ok. Bah, quand tu commences à discuter réellement avec les professionnels des heures de travail, ils s'énervent. Ils s'énervent, ils se ferment et ils te veulent même presque plus comme client parce qu'ils veulent simplement quelqu'un qui paye sans demander son reste, sans réfléchir, sans comparer, sans rien. Quand tu leur dis mais concrètement c'est pas possible de mettre ce temps-là, qu'est-ce que vous faites, ils peuvent en venir aux mains ou à t'insulter. Donc tu mets le temps que tu mets, tu travailles d'où tu veux et quand tu veux. Si ton rapport à la note qui correspond à l'effort que tu y as mis, eh ben, t'es le seul à savoir que la veille ou l'avant-veille, tu baillais au cornet. Voilà. T'es le seul. Ça marche. T'es le seul à le savoir. Enfin, t'es le seul avec les 30 000 personnes qui vont écouter la conversation, mais... Ouais. Voilà. Un dernier message à ceux qui nous écouteraient et qui ne seraient pas encore VIP. Bah, c'est très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui te suivent, je suppose, pour tout ce qui est relations hommes-femmes, etc. Et pour le coup, moi qui ai pris des séminaires en productivité, je vous le conseille quand même parce que il y a des... Ça m'a pas... Oula, mince, plus de batterie. Allô? Je t'entends. Ouais, désolé, j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Ok.
coup, ça s'est coupé où? Alors, le temps que je te récupère sur un premier puis sur un deuxième iPad, ça s'est coupé quand tu me disais que tu n'avais pas pris de séminaire sur la relation homme-femme, mais plutôt sur la productivité. Ah non, j'ai pris un séminaire sur la relation homme-femme, mais en fait, ce que je voulais dire aux gens qui vont voir qui vont écouter cette étude de gars, c'est que malgré que le fait que Stéphane soit connu pour son analyse sur les rapports hommes-femmes, je trouve qu'il est tout autant pertinent sur tout ce qui est productivité et procrastination. Oui, mais tu mets le doigt sur un dilemme qui est que comme je flex assez peu sur l'aspect boulot et sur l'aspect réussite personnelle, je vends moins les formations consacrées à la réussite personnelle, alors qu'en réalité, j'en suis l'exemple même en fait. Tu vois, comme je l'ai dit dans de nombreux podcasts et à chaque interview quasiment, je le rappelle. La dernière fois, c'était chez mon copain de chez Biomécanique. Tu sais le séminaire ou la formation que je vends de loin le moins. Tu sais lequel est-ce? Il me semble l'idée de ce que vous aimez. Exactement. Ouais, ce qui est quand même pas du tout normal, au sens où je suis la preuve vivante que de ce que j'y énonce. Tout ça a été fait de manière extrêmement visible par ceux qui me suivent depuis 17 ans. C'est pas par des combines fiscales ou par de l'évasion à Dubaï. Tout ce que j'ai fait est documenté là-dedans, etc. Et parce que je ne flexe pas sur les réseaux sociaux, parce que je ne me filme pas devant une fenêtre face à la mer, ou etc., etc., eh ben, on m'accrédite moins sur cet aspect, mais ce qui est très triste, en fait. C'est la vie. Et parce que je ne montre pas mes chiffres de vente tous les mois, etc., mais parfois je tombe sur des publicités, les réseaux ont du mal, j'imagine, à segmenter mon profil, donc du coup parfois ils me font des publicités pour des formations auxquelles j'ai aucune chance de souscrire, et parfois les distributeurs, enfin les éditeurs, les créateurs de ces formations font quelque chose de très vulgaire, qui est de communiquer sur leurs chiffres de vente, sur leurs chiffres de vente, leurs opérations, machin. Et peut-être pas toujours, mais 8 ou 9 fois sur 10, les chiffres qu'ils annoncent comme exceptionnels, etc., c'est ce que je fais tous les mois de l'année, si tu veux. En fait, j'ai l'impression que dans ton cas, si tu ne fais pas des vidéos un petit peu FAQ où tu parles de combien tu fais par séminaire, la marche que tu fais, etc., limite qu'on soit tes comptables, quoi, c'est très difficile de entre guillemets prouver aux gens sur les réseaux que c'est vraiment l'angle mort de l'intelligence. Enfin, c'est plutôt l'angle mort des QI à 2 chiffres. C'est à la fois de me reprocher d'être orgueilleux, fanfaron, de faire le beau, alors qu'en réalité, par rapport à mes congénères vendeurs de formation, je suis de très loin celui qui flexe le moins. Mais le moins du moins du moins, et je parle des vrais, hein, je parle pas de Jean-Pierre Fanguin et compagnie, je parle des vrais vendeurs de formation, compétents ou pas, parce qu'il y a les deux. Il y a des formations brillantes sur Internet et il y a des merdes, comme partout. Je suis de très 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 loin parmi ceux qui flexent le moins. J'ai pas envie de m'avancer, mais je pense que quand même dans ce côté de vendre des formations sur le fait de vivre de ce qu'on aime, un certain youtubeur dans la chaîne Commence par Marketing doit réussir à trouver des clients, vu que souvent il fait des vidéos bilan chaque année où il parle des chiffres qu'il a réalisés, de ses projets. C'est très très introspectif, tu vois. Alors je ne connais pas la chaîne en question parce que moi, bon, les conseils marketing sur Internet, j'en ai pas vraiment besoin, au contraire. C'est plutôt, j'en prodigue plutôt subtilement. Mais oui, j'ai toujours résisté à ce. C'est vraiment le flex de l'ancien pauvre, en fait, de parler de chiffres. Les gens qui ont du patrimoine ne parlent pas de chiffres et certainement pas de chiffres mensuels. Et c'est dommage, en fait, de voir les gens tomber dans
dans le piège à con, enfin voilà, dans l'attrait du plus ostensible, du plus voyant, alors que... Puis parfois, ils font une réussite, ils ont un programme qui marche, ou une idée qui cartonne, mais ce qui compte, c'est pas d'avoir une idée qui cartonne une fois. Ce qui compte, c'est d'avoir raison sur la durée. Moi, par exemple, je n'ai pas de gourou en investissement, je ne trade pas à la bourse, ça m'intéresse pas, j'y comprends rien. Mais si je tradais, je préférerais quelqu'un qui ait 17 ans d'expérience dans le trading avec, comme je l'ai déjà dit, 16 années de réussite croissante sur 17, puisque la seule année où mon chiffre n'a pas été en croissance, c'était 2009. Et je pense qu'avoir des circonstances atténuantes, parce que t'étais jeune en 2009, mais t'es pas sans ignorer qu'il y a eu une petite crise. Je préférerais écouter un gourou du trading qui me montre 16 années de résultats positifs croissants. J'insiste sur le mot croissant, c'est pas positif dans n'importe quel ordre. Positif croissant 16 années sur 17, plutôt que quelqu'un qui me sort une année où il a cartonné et le reste où il a fait du bide. Il a fait un bide. Mais non, il faut impressionner les masses, il faut flexer avec la démonstration de valeur de bas étage. C'est la subtilité est rarement récompensée. Mais je sais même pas pourquoi je m'en étonne en fait. C'est très déprimant. Je ne sais même pas pourquoi je fais ce paragraphe. Ça ne changera strictement rien. On vient me voir pour les relations hommes-femmes et ce serait que... Enfin, je parle pour ma génération, donc les clients de Vive et de ce que vous aimez qui auraient dans la vingtaine quelque chose comme ça. Il faut savoir que nous, on a grandi avec YouTube et on a grandi avec des gens qui nous montraient tout le temps, tu vois. On sait combien de vues fait une vidéo, combien, entre guillemets, rapporte chaque vidéo, même si c'est faux, tu vois. Mais au final, il y a ce côté très transparence, entre gros guillemets, encore je souligne, parce que il y en a beaucoup qui montent dans le lot. Ce qui fait que du coup, on se méfierait plus de quelqu'un qui montre pas, de quelqu'un qui montre. Tu vois où je veux en venir ? Oui, j'entends bien. C'est sans doute lié à un changement générationnel. Il y a une forme de retenue. Avant, il était convenu tacitement que montrer, flexer, c'était un peu compenser une incertitude ou une absence de confiance en soi ou une absence de réussite. Il était implicite que ceux qui savaient, en fait, n'avaient pas besoin de flexer et qu'il suffisait de le rappeler de manière assez subtile de temps en temps. Mais bon, les temps changent, voilà. Les temps changent et effectivement, pour ta génération, c'est peut-être trop subtil. Et à un moment, il faut arrêter de se mettre au goût du jour. Hein. Je l'explique dans mon séminaire sur le bonheur. Il n'y a rien de plus ridicule qu'un papy de 70 ans qui essaie de s'habiller à la mode. C'est pathétique, en fait. Il y a un moment où on suit les tendances jusqu'à un certain âge. Et à un moment, il faut considérer qu'on a trouvé son style et il faut s'habiller comme on. Et c'est pour ça que les papis et les mamies nous semblent tous un peu habillés pareil. C'est parce qu'ils ont suivi la mode jusqu'à un certain âge. Et puis à un moment, ils ont arrêté et ils ont acheté toujours les mêmes fringues. et ben avec les technologies, avec les plateformes et avec les applications et la vidéo, ça va être pareil. C'est-à-dire que je me suis adapté, je suis passé des forums au blogging, je suis passé du blogging au vlogging, je suis passé du vlogging à YouTube, je suis passé de YouTube à Facebook, de Facebook à Insta. Bon, TikTok, ça commence un petit peu à coincer, et après TikTok, je pense que j'irai même plus, en fait. Je resterai, tu vois, je resterai bloqué, entre guillemets, sur mon temps, et je me ringardiserai gentiment. Et puis, je serai quelque part entre, on va dire, Jordan Peterson et Patrick Sébastien. C'est-à-dire un peu bloqué dans un temps passé, mais toujours pertinent. Parce qu'à un moment, tu ne peux pas en temps réel rattraper le courant qui court plus vite que toi, quoi. À un moment, c'est pas possible. Surtout que ça va de plus en plus vite, hein. Et les influenceurs qui le font, c'est un sujet que j'aborde dans une vidéoscopie récente, là, qui est pas encore diffusée, enfin, qui peut-être sera diffusée à l'époque où, comme les deux chaînes sont gérées différemment, je ne connais pas exactement l'ordre de diffusion.
Mais la santé mentale des youtubeurs, les burn-out, etc., ça vous fait beaucoup rire, vous le public, parce que vous n'avez aucune idée du travail que ça représente et vous le sous-estimez. Mais la plupart des youtubeurs qui produisaient, à part ceux qui se limitaient à jouer devant un écran et à filmer leur écran en train de jouer, mais ça c'est en train de passer de mode également, mais ceux pour qui ça nécessite un peu de production, quasiment plus personne n'arrive à tenir une, deux ou trois vidéos par semaine. Il y a des burn-out, il y a des... Parce que c'est énorme. On se rend pas compte parce que pour beaucoup, on n'est pas youtubeur, tu vois. Donc par exemple, je me rappelle à l'ancienne quand je suivais certains youtubeurs et qui disaient que pour une vidéo de 20 minutes, ils passaient, je sais pas moi, 10 heures de montage, voire carrément une semaine. Même s'il me le dit et même si c'est vrai, vu que je ne fais pas ça, j'ai du mal à chaque fois à me mettre à sa place, tu vois. Oui, et c'est surtout, au-delà du temps de montage, ce qui coûte le plus cher, c'est la régularité et la disponibilité. Pourquoi est-ce que les produits de supermarché coûtent cher par rapport à la qualité? Pourquoi est-ce que quand on va au marché ou chez le producteur, je parle pas des petits marchés à la con d'escrocs, mais quand on va chez le producteur, on paye beaucoup moins cher ces trucs? Parce que la valeur ajoutée du supermarché, c'est pas la qualité. La valeur ajoutée du supermarché, c'est que le produit est disponible à bonne température, à hauteur de main, bien présenté, bien éclairé, tous les jours du lundi au samedi, de 9 h à 21 h. C'est ça qui coûte cher. Et le rayon n'est jamais en rupture. Alors que quand tu vas chez un petit producteur, une fois sur deux, il n'y a plus rien. Tu vas acheter tes œufs chez je sais pas qui, là, tu fais un petit détour, etc. Et ben une fois sur deux, il n'y a plus rien. Il te dit, fallait appeler, fallait m'envoyer un texto. Tu vas au supermarché, tu es sûr que tu as des œufs. Ils sont moins bons et plus chers, parce que la marge du supermarché est dépensée dans la logistique de l'approvisionnement. Et ce qui est fatigant dans YouTube ou dans n'importe quel service de divertissement, c'est pas de passer une journée à monter, parce que le monteur, il est plus ou moins talentueux, tu le payes une journée, il fait une journée, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est la création de vidéos, le fait de penser à des idées pour constamment rester original et être à la page, tu vois. Le souci, c'est de fournir 52 semaines par an. Ouais. Parce que pour fournir 52 semaines par an et avoir une vie personnelle, sociale, amicale, amoureuse, tout ce qu'on veut, ça veut dire qu'il faut produire en avance. Il faut avoir du stock. Tu peux pas ne pas avoir de stock. Tu peux pas être en flux tendu 52 semaines par an. Et pour avoir du stock et gérer ce stock, c'est là que la fatigue arrive. Et qu'est-ce que tu payes au supermarché? Tu payes la gestion du stock et tu payes également le rebut, tu payes le gaspillage des produits. Un supermarché jette tous les jours pour avoir des rayons approvisionnés. Si le supermarché ne gaspillait pas, il aurait des vides dans les rayons de temps en temps. Pour ne pas avoir des vides, il faut surstocker. Et nous, on surstocke également. Et de temps en temps, on passe en revue le stock, qu'on appelle dans le jargon le frigo. Et on se rend compte qu'on a 2, 3, 4 vidéoscopies qui ont 1 an ou plus, qui n'ont pas été diffusées. Et puis on se dit, celle-là, elle est périmée, ça fera plus rire. Ou le thème ne concerne plus personne, ou elle était un peu faible. Et on les jette. Sachant que ces vidéoscopies, moi j'ai payé le cadreur, j'ai payé le monteur, plus la demi-journée que j'ai faite pour tourner. Et je le jette. Mais ça, vous la voyez jamais. Tu penses que ça changerait quelque chose si tu fais une vidéo où tu parles de tout ça? Non, des centaines, des milliers de créateurs l'ont déjà fait, tout le monde s'en fout. Okay. Mais moi, j'ai pas... Enfin, comment dire? Ma rétribution, c'est mon chiffre d'affaires à 6 chiffres mensuels. Voilà, comme ça, je flex, un peu comme tous les cons, tu vois. Attention de ne pas confondre salaire et chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Mais je fais quand même 6 chiffres mensuels de chiffre d'affaires en étant où je veux. Voilà, j'ai pas encore de paparazzi sous la porte ou de casse-couilles. Bon, voilà, c'est ma rétribution, entre guillemets, que la foule ne chante pas mes louanges ou que la foule ne comprenne pas.
c'est pas la foule qui paye le loyer, c'est pas la foule qui paye les courses, c'est pas la foule qui paye l'essence. Enfin, plutôt, si, mais ce n'est pas leur louange qui paye l'essence. Ce qui paye l'essence, c'est les 6 chiffres. Donc, j'ai envie de te dire qu'on ne comprenne pas le travail que ça représente ou pas, je pourrais l'expliquer sur tous les tons. Peut-être sur cette chaîne, peut-être sur la chaîne études de cas, les gens seraient un tout petit peu plus sensibles à ces arguments, parce que globalement, ce sont des gens un peu plus... peut-être un petit peu moins légers. Plus intéressés parce qu'ils sont là pour le montage. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en gros, quand les gens, je trouve que moi, je parle de mon expérience, tu vois, quand je suis allé sur les études de cas, c'est que entre guillemets, j'avais passé un certain stade et que moi là-bas, je t'avais découvert avec les vidéos sur Marlène Schiappa. Quand tu parlais des récits érotiques qu'elle avait fait, etc. D'ailleurs, après ça, j'avais enchaîné sur les vidéos sur Weshden et j'ai trouvé ça très très pertinent, justement, entre guillemets, l'envers du décor et le côté barbare dont tu nous as fait part, parce que ça m'était totalement étranger avant ça. Et justement, quand je suis tombé sur les études de cas, je suis parti, entre guillemets, dans l'extension, tu vois, le plus, tu vois, je restreins un peu l'entonnoir de... J'ai pas envie de dire fan, tu vois, parce que j'aime pas ce mot, mais plutôt... Non, mais tu as tout à fait la bonne image. C'est en anglais, on appelle ça un funnel. Mon funnel, c'est 1, vidéoscopie, 2, études de cas, 3, VIP. Exactement. C'est le funnel de conversion, comme disent les marketeurs. On ratisse large, ensuite les QI à 3 chiffres et les plus intéressés vont vers les études de cas. Et puis au bout de quelques mois, quelques années, ils se disent bon bah le mec a quand même raison la majorité du temps, voilà, je vais lui faire confiance. Mais après, faire pleurer dans les chaumières sur la surcharge de travail, etc. n'a jamais attiédi la haine, l'envie de comparaison malfaisante, l'orgueil, le vice. Non, c'est inhérent. Tous les créateurs l'ont, absolument tous, dans tous les domaines. Absolument tous. Tout créateur se fait tracher. Je ne connais pas d'exception. Est-ce que c'est le prix à payer pour vivre des réseaux sociaux? Oui, absolument. Oui. Il n'y a pas de... Il n'y a absolument aucune exception. Je n'en connais pas, en tout cas. Tous ceux que je suis dans tous les domaines se plaignent tous à un moment ou à un autre de... Voilà, il y a d'innombrables histoires de sportifs, notamment dans les sports de combat, qui ont des haters qui les défient, quoi. Alors que le mec, il est champion du monde, vice-champion du monde, en équipe de France, en équipe de ci, en équipe de ça. Et t'as un hater totalement nobody qui le défie. Certains même ont même accepté de rencontrer ces haters, filmés. Le hater se prend 2 baffes et se fait écraser. Et il part en hurlant que c'était truqué et qu'il reviendra. Et c'est le prix, voilà. Mais est-ce que ça rend aigri du coup, ou est-ce qu'on arrive quand même à faire la part des choses à un certain moment? Ou est-ce qu'à un moment ça attaque carrément notre bonheur et notre joie de vivre si on réussit à atteindre ça? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une charge mentale. Ah ok, une charge mentale, tu vois plus ça comme ça. Si vous fréquentez quelqu'un qui est en visibilité, sachez que vous fréquentez quelqu'un qui a une charge mentale et que ce qu'on dit de lui parvient. Alors s'il est intelligent, ça lui parvient de manière étouffée à travers un certain nombre de rideaux, c'est-à-dire qu'en fait son entourage sert de coussin et l'information parvient mais étouffée, assourdie à travers l'entourage qui préserve. S'il est un peu fou, il prend en direct les commentaires, mais là il devient dingo et là il fait une dépression, il se drogue. Donc c'est une charge mentale. C'est pas que ça rend aigri, c'est que ça crée une charge mentale. Voilà, la charge mentale étant le seul concept féministe qui, à mon avis, n'est pas une connerie. Effectivement, la charge mentale est quelque chose qui se répartit dans le couple. Et sachez que quand quelqu'un est en visibilité, ce qu'on va dire de lui ou les pressions qu'il va recevoir font partie de la charge mentale. Et même si vous avez l'impression qu'il a rien fait aujourd'hui, vous avez passé tous les deux la journée à la plage, par exemple,
D'accord? Vous avez tous les deux fait à peu près la même chose, bah, sachant que s'il y en a un qui est suivi par des centaines de milliers de personnes, bah, il a un peu plus de charge mentale que l'autre. C'est tout. Allô? Ah. Stéphane, ça coupe là. Hein. Bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Ça saccade. Ça saccade un peu. Non, moi je t'entends bien. Je pense qu'on s'est tout dit. Ok. En tout cas, ouais, j'ai appris pas mal de choses. Bon, je te remercie du coup pour l'étude de cas. Je t'en prie, ça fait partie de ton forfait. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, à toi également. Au revoir. Au revoir.